Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président d'honneur et fondateur du parti demande aux belligérants de privilégier l'unité. Il a donné ses directives dans des lettres adressées aux différentes parties. La réaction de la direction du CDP dans cette édition. Le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara aura-t-il lieu bientôt? 32 ans après, les avocats de la famille restent optimistes. Il y a eu de l'évolution dans le dossier, ont-ils expliqué dans une conférence de presse. Les détails tout à l'heure. Le dossier de ce journal est consacré à la maternité du CHU de Bogodogo. Le service est confronté à d'énormes difficultés dues notamment à la grève qui perdure dans le secteur de la santé. Vous verrez des patientes assises à même le sol. Vous entendrez un chef de service remonter contre les grévistes, mais aussi la réponse de ces derniers. Et puis, dans la chronique éco de ce lundi, il sera question des manœuvres du gouvernement pour faire baisser la masse salariale de la fonction publique. Les recrutements sont scrutés. Ils devraient baisser encore une fois selon les prévisions de l'hebdomadaire L'économiste du Faso. Plus de précision dans ce 19h30. Voilà pour le sommaire. Sa médiation était attendue par la plupart des militants dans la profonde crise qui secoue le CDP. Eh bien, Blaise Compaoré a parlé aux différentes parties après les avoir entendues au cours de 2 réunions à Abidjan, puis il a adressé des lettres à chacune d'elles. À l'intérieur de ces missives, le fondateur du Congrès pour la démocratie et le progrès appelle les belligérants à l'unité. Comment la direction du CDP a-t-elle perçu ces directives? Élément de réponse dans cette conférence de presse qu'elle a donnée ce 14 octobre. Arsène Konitamde. Loin de Ouagadougou qu'il a quitté à la faveur de l'insurrection populaire d'octobre 2014, Blaise Compaoré redistribue les cartes au sein du CDP. Il était longtemps resté à l'écart des joutes qui se mènent au sein du parti qu'il a fondé en février 1996. Élevé au rang de président d'honneur du parti avec des prérogatives, l'ancien locataire du palais de Kossiam compte bien en profiter pour démontrer qu'il est le seul maître à bord du navire CDP. Je vous invite à prendre les dispositions utiles pour les rapporter. En effet, comme je vous le signalais dans ma correspondance du 2 octobre 2019, ces mesures pourraient être grandement dommageables pour la dynamique de l'action du parti et pour son ambition électorale. Comment refuser de mettre en pratique les directives qui viennent de celui qui est considéré comme le leader de l'ancien parti au pouvoir? Donc les orientations contenues dans ces différentes lettres, nous les avons prises à leur juste valeur. Nous allons avec diligence, avec même la diligence requise, œuvrer à rapporter les sanctions pour qu'ensemble, avec ses camarades sanctionnés, nous menions le bon combat pour la victoire du CDP aux échéances prochaines. Les décisions du président fondateur ne fragilisent-elles pas le leadership du président statutaire du CDP? Non, retorque Achille Tapsouba. La décision de rapporter les sanctions de Léonce Koné et ses camarades concourt plutôt à ramener la cohésion au sein d'un parti déchiré. Que la direction politique nationale du CDP est en phase avec le président d'honneur Blaise Compaoré. Par conséquent, le fait de rapporter les décisions du Congrès nous permet également de rester encore plus fort et dans une unité recomposée et reconstituée, nous allons avec certitude vers la victoire aux prochaines consultations électorales. 2020, année des prochaines joutes électorales, s'approche à grands pas. La direction du CDP dit vouloir profiter de cette mise au point du président fondateur pour rassembler toutes ses forces et répartir à la conquête du pouvoir d'État. Situation un peu plus tranquille à l'UPC. Malgré la crise des députés frondeurs, l'Union pour le progrès et le changement a su résister à la tentation de la partition. Le parti se prépare à repartir à la conquête du pouvoir en 2020. La direction sillonne les différentes provinces du Burkina. Objectif, remobiliser la base. C'est le message qui a été porté aux militants de la province du Numbiel. Luc Pabelgem. C'est une tournée nationale dans les 45 provinces du Burkina Faso qui a amené le bureau exécutif central de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement dans la province du Numbiel. Conduite par le président du parti Zéphirin Diabré, la délégation a procédé à une revue des troupes à Batié.
abattus et nous avons connu quand même des périodes difficiles. Nous avons donc, à travers, en tout cas, beaucoup d'actions que nous avons menées en si peu de temps, faire revivre le parti, faire flotter donc les couleurs du parti. Et en cela, je dois reconnaître que les militants sont toujours engagés et déterminés pour justement la cause du parti. Nous avançons sereinement, nous avançons. Il suffit seulement de constater ce qui se passe sur le terrain. Nos adversaires ont commencé à trembler parce qu'ils pensaient que le parti du Lion était presque mort. Mais je crois que vous pourrez même vous-même faire le constat que, en tout cas, ce n'est pas la sérénité dans leur rang. Nous sommes très confiants pour 2020. Les structures concernées par cette tournée sont les sous-sections, les sections, les unions départementales et l'union provinciale des jeunes, des femmes, des anciens et des marchés et arts. C'est une rencontre qui permet à la direction du parti de redonner de la vitalité aux militants de base. Donc que ce soit l'ancienne majorité ou l'actuelle majorité, nous on n'a pas d'ennemis. Donc ça veut dire que pour réconcilier les Burkinabés, pour faire en sorte que ce pays redevienne un pays uni, pour amener tout le monde autour de la table là, il n'y a pas un parti plus compétent que l'UPC. Tout ça fait que ce sont des atouts qui, de notre point de vue, je pense, et nous pensons, devraient quand même inciter les Burkinabés à savoir que c'est maintenant notre tour de montrer ce que nous savons faire, voilà, parce qu'on n'a jamais gouverné ce pays. L'UPC ne pouvait faire cette sortie à l'intérieur du pays sans évoquer la situation nationale. Une situation nationale peinte sous forme d'échec lamentable du MPP et ses alliés sur tous les plans, d'où le choix incontournable de l'UPC pour 2020. Cela ne vous a pas échappé, demain, c'est le 15 octobre 2019. Le 15 octobre, une date qui fait énormément écho chez les sankaristes. C'est le jour où Thomas Sankara a été assassiné, c'était en 1987. À la veille du 32e anniversaire de sa disparition, la même question revient. Où en est le dossier judiciaire sur cette affaire? Eh bien, à en croire les avocats de la famille, on serait proche d'un procès. Il y a eu des inculpations, des témoins ont été désignés, des documents déclassifiés, ont-ils expliqué en conférence de presse ce matin. Le compte rendu de Arsène Konitamde. Le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune est sur de bons rails. 22 ans après que le dossier a été porté devant un juge d'instruction, des inculpations sont faites et des témoins entendus. L'analyse balistique et les autopsies ont également révélé leurs résultats. Aujourd'hui, dans la reconstitution des faits, on sait comment les impacts ont été retrouvés sur les victimes et on sait combien de balles à peu près, par exemple, le président Sankara a reçu. Et on a retrouvé aussi dans les tombes des objets que les familles ont reconnus. Il y a même des pièces d'identité qui ont été retrouvées dans les tombes. Ce n'est pas rien. Autre avancée majeure, 2 lots de documents ont été déclassifiés par la France. Un 3e lot est toujours en attente. Les avocats se disent inquiets quant à son aboutissement. Qu'à cela ne tienne, cela ne devrait rien changer à la suite des événements. Il ne faut pas penser que l'issue de la procédure est intrinsèquement liée au contenu de ces documents. Parce que même sans ces documents, une enquête a été menée. Même sans ces documents, des éléments d'enquête ont été établis, notamment des auditions de dizaines et des dizaines de témoins. Ce que ces documents peuvent apporter, c'est conforter déjà à ce que le juge, de notre point de vue, a dans son dossier. Bon, que les éléments viennent, tant mieux. Blaise Compaoré est un personnage clé dans la manifestation de la vérité dans ce dossier trentenaire. Réfugié en Côte d'Ivoire depuis son éviction du pouvoir en 2014, la Côte d'Ivoire n'a toujours pas exécuté la demande d'extradition émise depuis 2016. Pour la conscience collective burkinabé, pour Blaise Compaoré lui-même et même ses supporters, qu'ils puissent venir au Burkina et être entendus par la justice, qu'ils puissent se défendre, que tout ce qui se dit autour de cette affaire, ils puissent donner sa version. Parce qu'autrement, il ne faudrait pas qu'après on nous dise qu'il y a un jugement qui a été fait et qu'on n'a pas respecté les droits des uns et des autres parce qu'il sera jugé sur la base des éléments qui sont dans le dossier s'il refuse de venir se défendre. Le collectif d'avocats espère que 2020 verra la clôture de l'instruction pour qu'enfin le jugement puisse débuter. Maître Benewende Sankara et les autres membres du collectif disent être déterminés pour que justice soit rendue au leader du CNR et ses 12 compagnons assassinés en octobre 1987.
À présent, le grand format de ce journal, il concerne le secteur de la santé qui traverse sans doute l'une de ses plus graves crises avec la grève des agents de santé dans les hôpitaux publics. Les conséquences sont dramatiques dans plusieurs services. C'est le cas à la maternité du CHU de Bogodogo où le chef de service de la gynécologie obstétrique parle d'une faute professionnelle pointant du doigt les grévistes. La direction de l'hôpital, elle, soulève la question du manque à gagner. Réponse des syndicalistes, nous attendons les sanctions. Et au milieu de toute cette guéguerre, les patientes, que deviennent-elles? Eh bien, direction la maternité du CHU de Bogodogo. C'est un dossier signé Roméo Koeta. Dans les couloirs de la maternité du CHU Bogodogo, des femmes enceintes, celles qui viennent d'accoucher et leurs accompagnantes, assises à même le sol. Le passage presque obstrué. Le personnel soignant obligé de se faufiler pour se frayer un chemin. Si ces dames se retrouvent là, c'est parce que les salles d'hospitalisation sont débordées. Les lits sont insuffisants. Du côté des médecins, la charge de travail a en conséquence sensiblement augmenté ces derniers temps. C'est la situation que traverse le service de gynécologie obstétrique du CHU Bogodogo il y a environ 6 mois, explique le chef de service. Nous sommes passés de globalement 10 césariennes par jour à 19-20 césariennes par jour. Vous voyez, pour une capacité d'hospitalisation de 112 lits, dont 60 pour la gynécologie, pour l'obstétrique et le reste pour la gynécologie. Et donc, c'est vous dire qu'avec autant de sollicitations, nous n'aurons pas de lit où les femmes sont au sol après un accouchement ou même un bloc opératoire. Et si ça doit continuer comme ça pendant des mois, nous risquons donc de ne pas tenir. La faute au mouvement d'humeur des agents du SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Les agents en grève s'abstiennent depuis le début de la crise d'exécuter certaines tâches. Conséquence, toutes les urgences obstétricales sont transférées vers les centres hospitaliers universitaires comme Yalgado et Bogodogo. En sit-in ce 12 octobre, l'un des responsables syndicaux a encore invité les militants au respect du mot d'ordre. Alors, hier aussi, à l'équipe au niveau du bloc viscéral, l'équipe qui était de garde a refusé de prendre les patients en respect aux instructions. Quand je dis ils ont refusé, ils n'ont pas refusé. Ils ont plutôt exigé la présence d'un titulaire pour prendre les malades. Et comme il n'y avait pas de titulaire, donc ils ont passé toute la garde sans travailler. Le SYNCHA défend à ses agents d'exécuter certaines tâches s'ils ne sont pas dans les conditions. Quant aux conséquences sur la population, le syndicat tient l'État pour responsable. Nos camarades ont reçu des instructions du syndicat pour dire qu'il faut travailler en fonction des conditions. Si le fait de faire des luttes là, il n'y a pas de conséquences là. Donc ça veut dire qu'on est inutile. Voilà, donc nous sommes convaincus qu'il y a des conséquences, mais ces conséquences-là, ça va mettre à l'actif de l'État. Où l'État n'est peut-être pas responsable, selon le professeur Charlemagne Ouedraogo, c'est lorsque certains agents de santé, sous prétexte de la grève, refusent de remplir et de transmettre les données relatives aux tâches exécutées. Pour lui, cela n'est ni plus ni moins qu'une faute professionnelle. Faire de l'anesthésie en mettant des drogues dures à un patient et ne pas noter la quantité qu'on lui administre sur le support officiel qui est le dossier relève d'une faute professionnelle. Faire un accouchement et ne pas noter les informations sur le dossier obstétrical pour le suivi du malade est une faute professionnelle, je le répète. Ça ne saurait être un mouvement d'humeur, je suis désolé. Et donc pour moi, ce que nous vivons en salle d'accouchement, au bloc opératoire, ce sont des fautes professionnelles intentionnelles, préméditées, que nous ne saurons accepter. Si c'est une faute professionnelle, qu'il sévisse. Voilà. Et s'il veut, il sévit. C'est les médecins qui ne donnent pas, s'il veut, il sévit. Mais c'est une instruction du syndicat. Et le syndicat est prêt pour répondre.
La direction de l'hôpital tient le coup pour l'instant, mais si la situation reste en l'état, la mesure de gratuité des soins pourrait être affectée. Si vous ne renseignez pas correctement les outils de la gratuité des soins, cela veut dire qu'à terme, vous allez perdre de l'argent parce que vous aurez posé l'acte ou les actes, vous aurez injecté des intrants, mais par le défaut et par le fait de n'avoir pas bien renseigné les outils ou insuffisamment renseigné les outils, la conséquence est que vous ne pouvez pas facturer pour que les fonds de la gratuité remboursent en fait au compte principal de l'hôpital. Donc ça veut dire qu'en ce moment, les équipes auront beaucoup travaillé, mais le retour, on aurait moins encaissé. Et la conséquence immédiate, c'est quoi? Puisque ce sont ces fonds qui, en complément de la subvention que l'État nous alloue, permet de renouveler les stocks des intrants. Et qui parle d'intrants parle principalement des médicaments et des consommables médicaux. On le voit, la crise du secteur sanitaire est profonde et le bout du tunnel semble encore loin. La rencontre de sortie de crise entre le secrétaire général du ministère de la Santé et le syndicat, le 11 octobre dernier, s'est terminée en queue de poisson. Aucune partie ne semble pour l'instant disposée à lâcher du lest. Et pendant ce temps, ce sont les populations qui font les frais de cette crise qui n'a que trop duré. Et l'une des revendications principales des organisations syndicales dans cette crise, c'est bien la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière prise en 2017, ce que le gouvernement hésite à faire, créant surtout une explosion de la masse salariale qui a déjà battu tous les records. En 2020, elle devrait dépasser les 800 milliards de francs CFA. Alors, quelle solution pour faire baisser sa tendance? C'est le sujet de la chronique éco de ce lundi. Et pour faire baisser la masse salariale croissante, le gouvernement a décidé de jouer sur les recrutements des fonctionnaires. Quelle est sa marge de manœuvre et surtout, est-elle efficace? Rémi Lambert-Nébier. S'il y a une courbe qui ne cesse d'être ascendante dans les indicateurs de la gestion budgétaire au Burkina, c'est bien celle de la dépense de personnel. Depuis une décennie, elle grimpe. De 245 milliards de francs CFA en 2010, les dépenses de personnel de l'État vont s'établir à 878 milliards de francs CFA en 2020. Ce n'est qu'un secret de polichinelle de dire que le gouvernement a du mal à la maîtriser. Bon, il n'y a pas beaucoup de pays au sein de l'UEMOA qui respectent cette norme. Je crois que la dernière, en 2018, il doit y avoir deux ou trois pays seulement. Ça veut dire que c'est difficile pour les États, dans le contexte actuel, avec les charges qu'ils ont, de respecter cette norme-là qui veut que 30%, on ne dépasse pas les 30% de nos recettes fiscales consacrées à la masse salariale. Et on doit optimiser un peu le budget à ce niveau pour dégager des ressources qui vont permettre de construire des routes, des postes de santé qui améliorent le quotidien de l'ensemble de la population. Mais ça reste un pari. Ce pari, le gouvernement a tenté de le relever depuis quelques années par plusieurs approches. La dernière était la remise à plat des salaires. Et maintenant, sa nouvelle trouvaille, c'est d'influer sur les recrutements de la fonction publique. Vous avez tous remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup de recrutements cette année. Ça va être comme ça encore pendant quelques années. Le nombre d'entrées à la fonction publique va baisser, en tout cas les nouveaux entrants. Et le gouvernement compte aussi, dans sa stratégie, redéployer un certain nombre d'agents dans des postes où ils sont plus utiles. Donc voilà un peu les deux moyens sur lesquels le gouvernement entend jouer pour, dans un premier temps, essayer de ne pas faire augmenter la masse salariale, redéployer les agents et ne pas recruter beaucoup de fonctionnaires, même si on sait que par ailleurs les besoins sont importants, mais c'est de voir optimiser les ressources humaines qu'on a. Vous avez vu qu'il y a eu des recrutements, un recensement au niveau du MENA. Cette nouvelle stratégie offre certes à long terme des perspectives de solutions au gouvernement dans ses efforts de maîtrise de la masse salariale.
mais elle semble plus être une stratégie qui résout un problème pour en créer d'autres. Mais en soi, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est un problème. Ça veut dire qu'on aura de plus en plus de pression au niveau du ministère de la fonction publique pour les recrutements. Les gens vont se battre pour être dans le dernier carré. Et ça fait aussi une nouvelle pression sur le gouvernement parce que ça veut dire que les concours, il faut apprendre à les gérer pour qu'il y ait moins de fraude. Et ça ne va pas être évident. Et socialement, c'est difficile pour les parents et les diplômés qui vont sortir. Le développement des projets entrepreneuriaux, est-ce que ça peut absorber ceux qui sortent? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il sera prêt à consentir des facilités fiscales aux entreprises pour qu'ils embauchent, pour réduire le chômage? Ça, c'est des équations un peu qu'il faut voir, analyser comment on peut trouver une alternative. Sans aucune prétention des conclusions hâtives, force est de remarquer qu'entre 2017 et 2019, le gouvernement a réduit de presque de moitié le nombre des postes d'entrée directe dans la fonction publique, mais la masse salariale à la même période s'est accrue de façon presque exponentielle. Le problème ou la solution est peut-être donc ailleurs. On parle encore d'économie, notamment de cette pratique qui sévit malgré les sensibilisations et les nombreuses lois qui sont prises pour l'endiguer. Le phénomène du racket était au sujet d'un panel organisé bien par le Centre national de presse Norbert Zongo. C'était ce week-end. Arsène Konitamde. Selon les chiffres de la hiérarchie policière, on dénombre officiellement 76 postes de contrôle routier au Burkina Faso. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Cette multiplicité des postes de contrôle, en plus du temps de contrôle documentaire et la validité des documents des usagers, autant de facteurs qui facilitent le racket. La lutte contre cette pratique devient de plus en plus difficile, tant elle connaît des mutations et se développe avec la complicité des usagers. On peut dire que c'est une entente cordiale. Quand il est organisé en complicité avec un certain groupe d'usagers. Parce que ce n'est plus le racketteur qui a tout le monopole du mécanisme du racket. C'est aussi l'usager qui vient automatiquement proposer l'objet de l'extorsion. Ça peut être de l'argent, ça peut être des marchandises qu'il transporte, donc il enlève une partie, il donne. Et ça peut être aussi d'autres formes de négociation qui se passent. Dans le code pénal, il n'existe pas de mention formelle du terme racket. Mais le phénomène dans sa pratique et son organisation est assimilable à la contusion et à l'abus de pouvoir. Des faits incriminés par de nombreuses dispositions du code pénal en vigueur au Burkina Faso. C'est l'article 332-9 du code pénal qui punit la concussion. Et cette disposition a repris l'article 51 de la loi 04-2015 CNT. C'est l'article 332-12 du code pénal qui frappe l'abus de pouvoir et qui était inscrit à l'article 54 de la loi anti-corruption. Les forces de sécurité sont régulièrement mises en cause par les rapports accablants produits annuellement par le Réseau national de lutte anticorruption. Au sein de la police nationale, on a conscience que des brebis galeuses ternissent l'image de l'institution. Le secrétaire général de l'Union Police Nationale préconise qu'en plus des sanctions à l'encontre des policiers indélicats, il faudrait motiver ceux qui exercent avec professionnalisme. Il n'y a pas d'encouragement ou de prime à la bonne moralité aux policiers qui quand même subissent positivement. Donc pour ce faire, on peut instaurer des primes à la bonne moralité. Et puis il faut revoir aussi certains textes, notamment le décret de 2003 qui prévoyait que aux amendes forfaitaires, il y a une ristourne qui devait être reversée directement aux policiers. Jusqu'à présent, au niveau de la police, ça devait être pris en compte par un arrêté qui n'est pas encore pris jusqu'à présent. Pour réduire le racket et ses dommages collatéraux, la coordination nationale de contrôle des forces de police communément appelée police des polices a été mise en place en 2016. Sans grand moyen, ses effets tardent à se faire sentir sur le terrain.
La deuxième édition du dialogue État-secteur privé s'est ouverte ce 14 octobre à Bobo-Dioulasso en présence du Premier ministre. Cette édition porte sur l'intégration des entreprises dans les différentes chaînes de valeur, aussi bien nationales qu'internationales. Surtout Justin Dabiré. Stratégie d'intégration des entreprises burkinabè dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales, c'est sous ce thème que se tient la deuxième rencontre nationale État-secteur privé. Ce cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé va mettre l'accent sur les grandes préoccupations évoquées lors des rencontres régionales État-secteur privé. Elle vise surtout à mettre en place une stratégie d'intégration des entreprises burkinabè dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. La rencontre nationale, en fait, est l'apothéose, si vous voulez, l'épilogue de tout ce qui a été fait ici, avec un thème pour donner les nouvelles orientations pour l'année qui suit. Donc le format, on part de la base, on discute donc des questions et on se retrouve ici. Vous verrez effectivement donc que ça nous évite d'emmener des milliers de personnes en une journée pour débattre de toutes ces questions. Donc il y a des gens qui ont trouvé leurs réponses au niveau des gouverneurs et les gouverneurs sont en charge donc de les mettre en œuvre. Ensuite au niveau sectoriel, on trouve les réponses, on les met en œuvre. Ici, on vient donc avec les préoccupations centrales pour avancer. Des actions ont déjà été mises en place par le gouvernement burkinabè pour l'atteinte des objectifs. Il s'agit entre autres, selon le ministre en charge du commerce, du lancement de l'initiative 100 produits burkinabè certifiés. Également, 4 types de produits made in Burkina sont déjà en cours de labellisation. Il s'agit du faso d'enfanine, du chapeau de saponné, du beurre de karité et les cuits au pot de kaya. Nous avons également des produits à base de céréales ou autres à base de céréales telles que le couscous, la kéké à base de manioc. Il y a également du thé et du café à base de soja, sans oublier des habits, des chaussures confectionnées à base de bogolan, mais également de coco tissu comme le coco d'Onda. La mise en œuvre de la stratégie d'intégration des entreprises burkinabè dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales passe impérativement par la qualité, la disponibilité et l'accessibilité des produits made in Burkina. Un défi à relever pour le secteur privé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir un peu tous les dispositifs institutionnels qui existent au Burkina Faso pour accompagner les hommes d'affaires à le faire. Mais pour cette rencontre, je crois qu'il serait tout à fait normal que pour une ville comme Bobo-Dioulasso, qui est considérée les hauts bassins en général, comme Bobo qui est considérée comme la capitale économique, que des mesures fortes ont été prises par le gouvernement ces derniers temps pour permettre à l'industrie locale de se maintenir. Au-delà de ça également, vous êtes au courant que ces rencontres permettent d'améliorer l'environnement et de construire l'environnement économique, toutes les zones industrielles dont on a parlé, et les grandes mesures qui ont été prises par le ministère du Commerce pour mettre en place un nouveau code des investissements qui est très favorable à la promotion du secteur privé aujourd'hui. En vue d'impulser un nouveau souffle à la rencontre gouvernement-secteur privé, l'État a mis en place en 2018 un nouveau dispositif. Ce nouveau dispositif prévoit l'organisation et la tenue de rencontres régionales État-secteur privé, de rencontres sectorielles et État-secteur privé, d'une rencontre nationale État-secteur privé. C'est par une visite des stands par le Premier ministre des produits Made in Burkina que la cérémonie d'ouverture a pris fin. Voilà, et pour terminer, sachez qu'en Tunisie, les résultats provisoires de l'élection présidentielle donnent Kaïd Sayed, vainqueur, avec près de 77% des voix. Il s'est adressé à ses militants aujourd'hui même. Ils étaient dans une grande joie, bien évidemment. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais restez sur la télévision BF1 tout à l'heure à 21h00. Vous avez rendez-vous avec John William Somda qui revient tout fraîchement de ses congés. Mais je peux vous dire qu'il est prêt, il est très prêt pour le show du Sport Time. Ça sera à 21h00, mais avant, à 20h15 tout à l'heure, ça sera le journal Langue nationale Morel Kibaye Wakato. Moi, je vous retrouve demain, 19h30. Merci de nous avoir suivis.